Il y a tellement d'infos que je m'y perds. Je trouve que c'est difficile d'y voir clair quand même. Souvent, je trouve que tout est trop superficiel. Je pense qu'il y a trop d'infos et... C'est très angoissant. La première. J'ai besoin de repères. Les clés. J'ai envie de comprendre. Arnaud Roysson. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Les Clés pour un épisode où nous allons nous intéresser au quotidien de la guerre en Ukraine. Alors qu'on commente beaucoup le stratégo-politique, le cynisme de Moscou, mais aussi de Washington, on s'est dit qu'il était utile et nécessaire de prendre le temps de comprendre comment se vit la guerre au quotidien depuis février 2022, une guerre dont l'issue semble toujours très lointaine. La première. Les clés. If I'm president, I will have that war settled in one day, 24 hours. 24 hours, 24. Si je suis président, cette guerre en Ukraine sera réglée en 24 heures. C'est ce que disait Donald Trump durant sa campagne. Il estimait même qu'il aurait réglé ça avant d'entrer dans le bureau ovale. Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled. Mais voilà, nous sommes 3 mois plus tard et la guerre continue. Malgré quelques promesses de cesser le feu, les combats font toujours rage dans l'est de l'Ukraine, au point d'obliger Donald Trump à réécrire un peu l'histoire quand on lui rappelle ces mots de la campagne. Bon, j'ai été un peu sarcastique. Ce que je voulais dire, c'est que je voudrais que ce soit résolu. Et je pense que je vais y arriver. Mais rien n'est moins sûr. Sur le terrain, les forces russes continuent d'occuper environ 1/5 du territoire ukrainien. La Crimée, le Donbass et toute une portion située au sud du fleuve Dniepr. Moscou a sans doute d'ailleurs pu mettre à profit les récentes tensions entre Kiev et Washington pour renforcer encore sa ligne de défense, notamment en développant ses propres drones devenus l'arme qui tue le plus aujourd'hui sur le terrain ukrainien. Plus que jamais, on sent que c'est Vladimir Poutine qui s'érige comme le maître du temps, le maître du jeu, celui qui fixe les conditions d'éventuels pourparlers de paix. Nous proposons aux autorités de Kiev de reprendre des négociations directes, et je le souligne, sans conditions préalables. Nous proposons de les commencer sans délai le 15 mai à Istanbul. Des négociations auquel finalement le président russe a décidé de ne pas participer en personne. Avec une question qui demeure posée, Vladimir Poutine veut-il vraiment la paix ? Beaucoup d'observateurs en doutent, et pour les Ukrainiennes et les Ukrainiens, la guerre dure depuis plus de 3 ans maintenant. Et avec nous pour évoquer la situation en Ukraine, il y a Maureen Mercier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notre correspondante en Ukraine, à Kiev. Alors on le disait, déjà plus de 3 ans de guerre, près de 40 mois déjà que ça dure pour les Ukrainiennes et pour les Ukrainiens. Et on sent que les espoirs de cesser le feu, les espoirs de paix restent pour le moment très flous, très ténus. Quel est l'état d'esprit aujourd'hui de ceux que vous rencontrez au quotidien à Kiev et dans le reste de l'Ukraine, Maureen Mercier ? Pardonnez-moi parce que je vais commencer par vous corriger, mais je pense que c'est comme ça qu'on peut comprendre l'état d'esprit des Ukrainiens. C'est pas plus de 3 ans de guerre, c'est plus de 11 ans de guerre. C'est plus de 11 ans de tentatives de négocier avec la Russie qui envahit l'Ukraine et rien n'aboutit. Donc ils se sentent esseulés, ils sont épuisés, mais ça je le dis depuis que je suis en Ukraine. Ils sont aussi concentrés parce qu'ils voient que nous, justement, on a tendance à oublier que ça ne fait pas 3 ans, mais 11 ans. Eux le savent que trop bien. Donc il y a une espèce de détermination, pas de fatalisme, mais voilà, de concentration. On doit lutter, la Russie ne s'arrêtera pas, donc pas le choix, on y va. Et
ce qui se joue là pour le moment avec ce grand jeu de stratégo entre la Russie, les États-Unis, ces tentatives avortées de cessez-le-feu, puis de négociations, on ne sait pas encore ce que ça va pouvoir faire advenir. Est-ce que les Ukrainiens suivent ça avec de l'espoir ou bien justement il n'y a plus beaucoup d'espoir fondé dans tout ce qui est en train de se jouer là en termes de ballet diplomatique ? Alors il y a énormément de méfiance, de scepticisme. Ici, à peu près tout le monde part du principe que la Russie ne s'arrêtera pas, que la Russie manipule. Elle fait mine parfois de bien vouloir négocier, mais dans les faits, c'est ce qui vient de se produire en début de semaine, elle refuse d'entrer en matière même sur un cessez-le-feu de 30 jours. Donc c'est pas la paix, c'est simplement un cessez-le-feu de 30 jours, elle le refuse. Donc ils sont très sceptiques, mais l'espoir est là malgré tout parce que ces négociations et surtout la non-présence de Vladimir Poutine en Turquie, c'est aussi peut-être l'opportunité, voilà ce que disent les Ukrainiens, de faire enfin comprendre à Trump, le président américain, qu'il se fait danser sur le ventre, littéralement, par la Russie. Et que l'espoir, si Trump finit par en être convaincu, c'est qu'il relance l'aide militaire américaine et que, avec l'aide évidemment de l'Europe, il procède à des sanctions absolument drastiques pour obliger, in fine, à un moment donné, la Russie de bien vouloir se mettre à la table des négociations et pas simplement de s'asseoir, de négocier véritablement. Et est-ce que le soutien à la politique menée par le président Zelensky reste important? Est-ce que la lassitude de la guerre, parce que j'imagine que ça épuise une guerre aussi longue pour les Ukrainiennes et les Ukrainiens, fait qu'ils restent mobilisés contre la Russie, ou bien est-ce qu'il y a la tentation chez certains de se dire tant pis, on abandonne, on fait des concessions parce qu'on n'en peut plus de cette guerre? C'est quoi justement l'état d'esprit et le degré de soutien à la politique menée par Volodymyr Zelensky aujourd'hui? Alors, ils gagnent en popularité, mais j'ajoute aussi que les Ukrainiens, ils sont par essence toujours très sceptiques envers leur pouvoir. C'est lié aussi à leur histoire. Donc, la Zelensky mania, telle qu'on a pu la vivre parfois en Europe ou aux États-Unis, ici, moi, je ne l'ai littéralement jamais vue. Mais oui, ils soutiennent leur président. D'abord parce que c'est un président élu d'un pays souverain. Et ne serait-ce que pour ça, ils soutiennent Zelensky là maintenant plus que jamais, parce que c'est tout simplement leur président et que Vladimir Poutine le dit très clairement, il aimerait bien s'en débarrasser. Les Ukrainiens le lui rappellent. Non, nous l'avons élu. Bien qu'au sein de la population, encore une fois, énormément de gens sont critiques. Les militaires sont souvent très critiques à son égard. Voilà, ils ont cette distance par rapport au pouvoir. Ils sont concentrés sur le fait que, à un moment donné, on peut pas trop parler de politique. La question, c'est comment survivre. Je pense que les Ukrainiens ne le diront jamais assez. Ils veulent la paix. Donc oui, ils sont prêts à négocier. Donc oui, ils sont prêts à faire énormément de concessions, des concessions notamment territoriales. Faut pas imaginer une seule seconde que les Ukrainiens vous disent comme ça dans la rue, je veux récupérer la Crimée à tout prix. Et pour ça, si on est des millions à mourir, très bien, allons-y. Pas du tout. Depuis ces 3 ans de guerre à grande échelle, moi, on ne cesse de me répéter, la Crimée, par exemple, ce sera beaucoup trop compliqué. On accepte le fait que malheureusement elle soit peuplée d'une population qui est nourrie à la propagande russe. On va pas aller tous se faire massacrer pour récupérer ce territoire. Mais par contre, ici tout le monde comprend que la Russie ne s'arrêtera pas. Et souvent ça les rend un peu fous de voir que vu d'Europe, vu des États-Unis, on a du mal à comprendre ce qui est pourtant en train de se passer. La Russie, non seulement elle continue à avancer, mais elle y parvient. La Russie, elle n'a pas besoin d'aller comme en Ukraine, obliger des jeunes hommes à devenir soldats. Non, les gens se présentent, les hommes se présentent beaucoup comme volontaires parce qu'ils sont attirés par les salaires. Donc c'est un combat de David contre Goliath. Les Ukrainiens le savent depuis le début. La Russie va utiliser le temps. Donc tout est dessiné pour que la Russie continue à avancer. Puis je vous épargne le fait que c'est le printemps. Le printemps, c'est la saison des offensives. Donc la Russie, évidemment, là maintenant, ne va surtout pas s'arrêter. Jusqu'au mois de novembre, elle va poursuivre plus que jamais. Elle va utiliser cette faiblesse ukrainienne actuelle, manque d'hommes, manque d'armes, pour pouvoir continuer à envahir le pays. Et avec nous pour prolonger justement sur cette situation en Ukraine, Wilson Fage, bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter, notamment pour la RTBF, et vous revenez justement d'Ukraine il y a quelques jours. J'ai envie de vous demander de nous raconter, c'est pas la première fois que vous y alliez, c'était déjà la 5e ou 6e fois, de nous raconter ce que c'est le quotidien d'un pays en guerre. Parce qu'évidemment, nous, ici, en Belgique, on a du mal à se projeter. Quand on arrive là-bas à Kiev, et puis quand on va même dans les zones plus proches du conflit, ce que vous avez fait,
Est-ce qu'on a l'impression d'un pays où la guerre est omniprésente ou bien c'est différent? Non, c'est naturellement différent. C'est quelque chose que j'ai vu non seulement en Ukraine, mais dans toutes les zones de guerre que j'ai pu couvrir. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les gens s'habituent à ça et la guerre fait partie du quotidien. Quand on arrive en train à Kiev, puisqu'on arrive en train, on prend pas l'avion. L'espace aérien est toujours fermé à cause des attaques. Il y a du risque, évidemment, sécuritaire. Donc on arrive en train à Kiev et on sort de cette gare et on voit du monde partout. Quand il fait beau, il y a du monde en terrasse. Les gens vont à l'opéra, vont au cinéma. Peuvent même sortir jusqu'à une certaine heure, vu qu'il y a quand même un couvre-feu. C'est un peu ce couvre-feu-là aussi qui rappelle aux populations qui sont moins touchées par la guerre, qu'en fait c'est quand même la guerre. Mais alors ce qui m'a plus surpris peut-être, c'est que quand je me suis rapproché du front, notamment une ville comme Kherson au sud, où là on est vraiment, les Russes sont juste de l'autre côté du fleuve, il y a des attaques à peu près permanentes, et ben même là, la guerre fait partie du quotidien, les gens sont dehors, prennent le bus, prennent leur café en terrasse, alors qu'on entend littéralement les missiles qui passent au-dessus. Donc, on s'est habitué, il a fallu s'habituer à vivre avec la guerre permanente, mais là, il y a même le danger de mort dans des zones comme Kherson. C'est assez différent de ce qui est à Kiev, et pourtant, les Ukrainiens parviennent à continuer à vivre avec cette menace permanente. Oui, c'est ça. Par exemple, à Kiev, la menace est moins présente parce que il y a moins d'attaques sur Kiev en tant que telle que dans d'autres zones plus proches du front, et aussi parce que la défense antiaérienne est assez bonne pour intercepter ces attaques-là. Par contre, dans une ville comme Kherson, il y a des attaques de drones absolument constantes. À un moment, j'étais quelqu'un en interview qui avait un détecteur de drone, un petit appareil, petit détecteur qui sonnait à chaque fois qu'il y avait un drone russe qui approchait, enfin en tout cas dans un rayon de plusieurs kilomètres. Et ben ça sonnait littéralement toutes les secondes. C'était bip, bip, bip. Chaque bip était un drone. Et pourtant, ben oui, les gens s'y habituent. Ça peut paraître surprenant. En fait, ça ne l'est pas du tout, parce que ces gens vivent là, travaillent là. Kherson, c'est encore 64 000 personnes dans la ville, donc c'est quand même conséquent, même si beaucoup sont partis. Et donc oui, ces gens, enfin, c'est comme nous en Belgique, on s'est habitué à vivre avec la pluie, mais là-bas on s'est habitué à vivre avec les drones et les missiles. Ça peut paraître surprenant, et en fait c'est ça l'instinct humain aussi. Vous parlez des drones, et ça c'est peut-être intéressant de s'y arrêter quelques instants, parce que c'est vraiment un élément constituant très important de ce qui est en train de se jouer en Ukraine, c'est que c'est développé au fil du conflit une véritable guerre des drones. Les Ukrainiens en particulier au départ se sont saisis de cette arme assez facile, assez légère à construire pour résister face à la Russie, et aujourd'hui les drones sont ceux qui tuent le plus sur le front ukrainien, des deux côtés, hein, d'ailleurs côté russe comme côté ukrainien. Ça, c'est vraiment très présent, très remarquable là-bas quand vous allez sur le terrain, en particulier évidemment quand on s'approche des zones de combat. Effectivement, certains experts estiment qu'à peu près les 3/4 des pertes militaires sont dues au drone, donc c'est absolument massif. Cette emprise du drone sur le terrain, elle est pas nouvelle, mais elle est en constante augmentation, avec aussi des développements technologiques. Par exemple, quelque chose dont on m'a beaucoup parlé lors de ma récente visite en Ukraine, c'est ces fameux drones à fibre optique. C'est pas des drones téléguidés, ce sont des drones filoguidés, et c'est-à-dire qu'il y a littéralement un fil qui se déploie quand le drone s'envole, un fil de câble optique. Donc, comme il est directement relié vraiment avec un fil, il n'y a pas de moyen de l'intercepter, de le brouiller. Et donc, il est quasiment invisible. Donc, ça peut paraître fou, mais ce fil, il peut quand même se détendre sur 20, 30 km. Et donc, c'est un drone à usage unique. Le fil est détendu. Le drone va se crasher, drone kamikaze sur sa cible. Et ça inquiète beaucoup les Ukrainiens que j'ai rencontrés, parce que on ne peut pas les brouiller, ils sont invisibles. Et ce qu'il faut comprendre avec ces drones, c'est que ils sont particulièrement vicieux. Ils peuvent attaquer les hommes, les troupes, ils peuvent attaquer le matériel militaire. Une fois qu'ils ont blessé quelqu'un, mais ils peuvent aussi empêcher l'évacuation des blessés en venant taper ceux qui tentent de les secourir. Ils peuvent toucher, viser les lignes d'approvisionnement. Ils peuvent attaquer même les hôpitaux, peut-être qu'on reviendra là-dessus plus tard. Ils peuvent faire du renseignement, bien sûr. Et ça, le drone à fibre optique est d'autant plus utile là-dedans que comme il est relié avec un câble, eh bien l'image est encore meilleure. Donc on voit les choses plus clairement. Et donc c'est encore meilleur pour le renseignement russe dans ce cas-ci, parce que c'est surtout les Russes qui utilisent ce drone. Maureen Mercier, un mot là-dessus, sur cette guerre des drones. Pendant tout un temps, ça a été, je dirais, l'arme favorite des Ukrainiens qui ont pu, quand l'artillerie, quand les munitions plus classiques venaient à manquer, construire des ripostes, construire eux-mêmes leurs drones de manière au départ un peu artisanale et puis les développer de plus en plus en série. Aujourd'hui, c'est des millions de drones qu'on parvient à fabriquer en Ukraine, sauf qu'en Russie aussi, évidemment, la riposte est arrivée un petit peu plus tard, qu'on construit là aussi des drones. Ça, c'est devenu un élément vraiment marquant de la guerre en Ukraine aujourd'hui.
Ah oui, complètement. Et puis les soldats ukrainiens le disent, les drones russes sont plus performants aujourd'hui, plus nombreux, plus performants. L'Ukraine n'a plus la main là-dessus. Et puis peut-être qu'il faut se rendre compte aussi de... Wilson le disait, ça fait des victimes parmi les soldats. Les soldats, c'était tiers des civils, faut toujours le rappeler. Ça fait des victimes en quantité. On n'a pas les chiffres parce qu'ils sont tués par le pouvoir, par l'armée ukrainienne. C'est le cas aussi côté russe. On a des chiffres parfois, mais qui sont invérifiables. Mais vous voyez les dégâts absolument colossaux. Je suis conviée malheureusement à des enterrements plusieurs fois par semaine et souvent ce sont des drones qui ont fait ces victimes parmi les soldats principalement. Maintenant c'est la belle saison qui démarre à Kiev. C'est vrai que c'est la ville la plus protégée qui soit parce que tout est relatif. Absolument, on peut aller boire un café, on vous demandera si vous voulez du lait d'amande ou du lait de coco, mais vous tournez le regard à gauche à droite et puis vous voyez des jeunes hommes qui ont 22 ans, 28 ans, en short et en membrant moins. Vous voyez des prothèses comme ça se multiplier. C'est aussi le résultat des drones. C'est vraiment des armes qui sont pas chères, malheureusement, et qui font des dégâts de part et d'autre, d'ailleurs, absolument colossaux. Un mot sur justement l'enjeu aussi du recrutement des hommes, puisque vous nous l'avez dit, Maureen Mercier, c'est un enjeu aujourd'hui où il y a une asymétrie entre l'Ukraine et la Russie, où la Russie parvient à remplir ses contingents, là où l'Ukraine, avec une population évidemment beaucoup plus réduite, doit aller chercher des hommes, parfois presque manu militari. Ça, c'est quelque chose, Wilson Fache, que vous avez pu constater là-bas sur place. La conscription, c'est quelque chose qui est très présent aujourd'hui pour les jeunes Ukrainiens. Oui, tout à fait. Maureen parlait du phénomène de ces gens volontaires qui veulent aller se battre, et ils existent. Et il y a aussi le contraire, ceux qui tentent d'échapper à la conscription militaire. Et ça devient de plus en plus compliqué. J'étais notamment à Mykolaïev aussi, une ville du sud du pays, qui est connue comme un endroit où on se fait choper au milieu de la rue par 6 agents qui revérifient notre identité. Et si on peut être conscrit, eh bien ils nous emmènent dans la voiture et on disparaît. Enfin, on disparaît vers le front. Donc, j'ai rencontré comme ça un journaliste ukrainien. On prend un verre le soir, et lui maintenant était devenu un officier de presse de l'armée. Il avait été conscrit, alors qu'il était en reportage pour un média suisse. Il avait oublié sa bonnette de micro dans le coffre de la voiture. Il fait demi-tour, son équipe reste avec l'interviewé. Lui va retourne vers la voiture pour chercher la bonnette de micro, et là se fait attraper par 5 mecs. Le lendemain, il était conscrit militairement. Ça, c'est un enjeu aujourd'hui, Maureen Mercier. On a du mal à recruter les hommes. Il faut parfois arrêter des hommes pour les emmener de force dans les forces armées. Et ça se passe partout, dans toutes les villes du pays, régulièrement chez moi, parce que j'ai un appartement à Kiev, je vis comme à peu près tout le monde. Il y a des forces de l'ordre qui viennent vérifier que dans mon appartement ne se cachent pas des hommes qui essaient d'éviter l'armée. C'est vraiment une épée de Damoclès qui est comme ça sur toutes les têtes à partir de 25 ans. Je prends un exemple absolument idiot, mais l'Ukraine c'est un pays moderne, vous pouvez absolument tout commander sur Internet, vous avez des livreurs à vélo, etc., en scooter qui généralement sont à 99% des hommes. Et maintenant vous voyez de plus en plus de femmes, tout simplement parce que les hommes soit finissent sur le front, soit essaient d'éviter d'être comme ça dans la rue parce que ils ont tous les risques du monde, évidemment, d'être recrutés. Et puis peut-être dire aussi que l'Ukraine a tellement besoin d'hommes que quand vous vous faites recruter, vous allez dans un camp militaire d'entraînement, puis vous avez de la chance si vous avez plus de 2 mois de formation, donc c'est rien. Donc l'Ukraine est contrainte, via la stratégie russe, d'envoyer des gens pas assez formés sur le front parce que il y a cette urgence-là. Des jeunes m'expliquent ce que c'est qu'un camp d'entraînement. D'abord, on n'y apprend pas grand-chose si on ne tombe pas dans les bonnes brigades. Et puis, 2 mois plus tard, vous pouvez vous retrouver sur la ligne 0. C'est vraiment cette ligne où les troupes sont en contact quelques mètres parfois les unes des autres. C'est absolument effroyable. Vous avez que 2 mois de formation dans les jambes. Vous tenez pas longtemps. Et c'est ça aussi, la guerre, et c'est utile évidemment de se rendre compte aussi de ce que ça signifie pour toute une génération. Un mot peut-être aussi sur les systèmes de santé, les hôpitaux. Vous avez pu, Wilson, quand vous êtes allé en Ukraine justement il y a quelques jours, visiter un de ces hôpitaux proches de la ligne de front. Oui, les hôpitaux de Kherson qui sont régulièrement touchés, voire sans doute visés par la Russie.
pour en revenir à la conscription militaire, c'était aussi quelque chose dont on m'a parlé dans les hôpitaux, parce qu'en fait ces médecins, moi un peu naïvement, je pensais qu'eux étaient exemptés de la conscription militaire, alors que pas du tout. Au contraire, l'armée ukrainienne est friande de docteurs pour en faire des médics de combat qui puissent apporter les soins de premier secours aux troupes blessées sur le front. Donc j'ai rencontré des docteurs qui vivaient un peu cachés dans ces hôpitaux pour pas être attrapés et conscrits. En plus, ces hôpitaux qui, comme je le disais, sont régulièrement touchés, visés. Donc on a des docteurs qui dorment sur place, qui dorment dans le sous-sol, qui n'ont pas le droit de travailler dans les étages supérieurs parce que c'est plus dangereux, qui n'ont même pas le droit d'aller fumer une clope à la sortie de l'hôpital, parce qu'ils ont remarqué que des drones lâchaient des bombes sur eux quand ils étaient à la sortie de l'hôpital. Donc ils fument leurs cigarettes dans le sous-sol. Maureen Mercier, est-ce qu'aujourd'hui le système de santé, de soins parvient à faire face quand même au nombre de victimes, à la fois côté militaire sur le front, mais aussi les civils touchés par tous ces drones? Est-ce que, avec l'aide internationale aussi, le système de soins aujourd'hui en Ukraine parvient à faire face? J'ai l'impression qu'ils résistent, mais c'est ce qu'on observe parfois dans à peu près tous les pays en guerre. Mais les médecins, les infirmiers font des exploits, tant en termes d'horaire que de savoir-faire. La médecine de guerre, lorsqu'on est chirurgienne, c'est une médecine de très 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 haut niveau. Et il y a des gens ici qui ont pu acquérir des compétences qu'on trouve à peu près nulle part, mais justement à cause de la guerre. Mais évidemment que ces gens vont petit à petit manquer. Quand Wilson explique qu'on va prendre ces médecins pour les envoyer comme médics sur des lignes de front, il faut avoir en tête que lorsqu'on est médic, on est la cible vraiment particulièrement des tirs russes. Parce qu'une brigade, lorsqu'elle a une équipe de médics qui est très costaud, elle va pouvoir mieux se défendre les positions, être plus offensive. Donc souvent, les Russes commencent par attaquer les médics, les ambulances, de manière à casser les possibilités en termes de combat de la brigade. Donc, c'est des métiers qui sont effroyablement exposés. Les femmes, quand vous êtes ostéopathe, dentiste, enfin, peu importe les métiers de la santé, vous êtes recrutées prioritairement. Donc, moi, je rencontre des femmes dentistes, elles vivent, a priori, on se dit qu'elles sont plutôt préservées. Non, elles peuvent se faire appeler du jour au lendemain. Elles pourront plus œuvrer pour les civils. Elles vivent, elles se retrouveront sur une ligne de front avec le risque que l'on a sur une ligne de front, à savoir d'être blessé, de mourir également, bien évidemment. Alors justement, on va essayer de faire une esquisse de bilan des victimes décédées, des victimes blessées. C'est Sarah Pousset qui a essayé de compiler pour nous quelques chiffres et on va comprendre que c'est pas facile en fait d'établir un bilan aujourd'hui. Tant du côté russe qu'ukrainien, les chiffres précis des victimes de cette guerre sont rarement divulgués. On sait qu'ils peuvent être un véritable outil de propagande dans un sens comme dans l'autre. Alors pour faire un bilan de la situation, il faut se baser sur plusieurs sources. D'abord, une étude du Wall Street Journal publiée en septembre et qui se base sur des sources confidentielles avance le montant d'1 million de victimes mortes ou blessées des deux côtés de la frontière. Pour les victimes ukrainiennes, cette étude comptabilise 80 000 décès et 400 000 blessés. C'est 2 fois plus de décès que ce que Volodymyr Zelensky évoquait lors d'une interview à la télévision américaine, mais c'est quand même assez proche du bilan dressé par le correspondant de guerre ukrainien Yuri Boutoussov. L'étude du Wall Street Journal estime en revanche que les pertes sont 2 fois plus importantes du côté russe, aux alentours de 200 000 décès et 400 000 blessés. Là aussi, l'information semble fiable puisqu'elle correspond plus ou moins à l'estimation fin 2024 du secrétaire américain à la défense de l'époque, Lloyd Austin. En tout cas, à minima, on peut dire que 107 000 soldats russes sont décédés. C'est le résultat du travail du média indépendant Mediazona et du service russe de la BBC qui compte le nombre de militaires russes décédés à l'aide de communications officielles, de faire-part de famille, etc. Ces chiffres prennent principalement en compte les victimes militaires, mais les civils sont aussi largement touchés. 12 600 citoyens ont été tués depuis le début de la guerre et près de 30 000 ont été blessés, selon le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Et l'organisation reconnaît que le bilan réel est sûrement bien plus élevé. Rien que le siège de Mariupol au début du conflit aurait provoqué la mort de dizaines de milliers de civils, mais ce décompte ne se fera qu'après la fin de la guerre.
Et on imagine, quand on entend des chiffres comme cela, que plus une famille aujourd'hui en Ukraine n'a pas une victime ou des blessés dans ses membres aujourd'hui. Maureen Mercier, est-ce que vous avez l'impression que les Ukrainiens peuvent encore tenir comme ça dans tout ce climat qu'on vient de décrire, peuvent encore tenir longtemps seuls face à la Russie, même si évidemment il y a toutes les aides matérielles, les aides militaires, les aides financières, les aides humanitaires, mais tenir seuls face à la Russie? Juste une chose peut-être d'abord, je pense qu'il faut considérer les morts, il faut considérer les blessés, il faut considérer aussi que les soldats souffrent de stress post-traumatique, de contusion, donc c'est toute une société qui est vraiment écrasée par la guerre. Et oui, je crois pouvoir affirmer que malheureusement toutes les familles en Ukraine sont d'ores et déjà touchées. Il n'y a pas un Ukrainien qui n'est pas parmi ses proches, quelqu'un sur le front, quelqu'un qui a été blessé ou tué. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent résister? Ils vous diront qu'ils n'ont pas le choix, tout simplement. Je me rappelle de propos d'un soldat blessé qui a 40 ans, que j'ai rencontré récemment, mais qui reflète un petit peu l'atmosphère. J'ai l'impression, il était abîmé de partout. Enfin, ces gens-là, ils ont 40 ans, mais ils vous le disent, j'ai l'impression d'en avoir 90, abîmé psychologiquement, physiquement. Il venait d'avoir un enfant. Sa fiancée venait d'accoucher. Et moi, j'ai 43 ans. Donc, je lui demande, mais est-ce que vous et moi, on va la voir la paix en Ukraine? Et puis il me dit non, mais si j'ai envie de rester positif, j'ai envie de me dire que ma fille la verra, oui. Je pense que les gens vous diront toujours qu'ils ont de l'espoir, mais ils sont extrêmement lucides parce qu'ils connaissent leur adversaire, ils ont une histoire avec cette Russie. Pour eux, c'est un chapitre, un énième chapitre extrêmement douloureux d'une histoire où ils essaient d'arracher leur indépendance, leur liberté, et ils savent que ça ne va malheureusement pas se régler rapidement et qu'il faut tenir, ils n'ont pas le choix. Ça, c'est donc le quotidien des Ukrainiens, des Ukrainiennes, non pas seulement depuis 3 ans et l'invasion russe, mais déjà depuis 2014 et l'invasion de la Crimée. Merci à Maureen Mercier et Wilson Fage d'avoir pris le temps de nous raconter cette guerre à hauteur d'hommes et de femmes, afin que l'on se souvienne qu'une guerre, ce n'est pas seulement des lignes de front sur des cartes et du stratégo-politique entre grandes puissances. Merci de nous avoir suivis dans les clés. Merci à Laurent Nélissen pour la réalisation sonore. Merci à Sarah Pousset pour la préparation. Je vous rappelle que si vous souhaitez nous écrire, il suffit de nous envoyer un petit mail à l'adresse lesclés@rtbf.be.